Aujourd'hui, à C'est Midi, notre invitée est une célèbre blogueuse ivoirienne qui, après avoir, disons-le, rencontré l'homme de sa vie et partagé seulement 3 années d'idylle avec lui, il avait subitement et finalement perdu. En novembre dernier, l'histoire avait ému toute la toile dans notre pays. Quelques mois après ce drame de vie, elle vient partager son chagrin, son vide et son combat face à cette terrible épreuve en direct sur notre plateau. Bonjour chers tous et bienvenue avec nous en studio pour nous accompagner dans cette émission toute particulière, le centre de formation Avenir Football Club et le fan club C'est Midi. Bonjour Alicia Kobena. Bonjour Jean-Michel. Bonjour aussi à Carole Cassi. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Dr Philo. Bonjour, bonjour. Et voilà, avant de retrouver vos chroniques respectives, nous allons, je tiens à le préciser, d'entame développer cette émission sous le thème Sarah Messan, j'ai voulu donner mon rein à mon défunt fiancé, mais je n'étais pas compatible. Sans aucun délai, voici tout de suite la biographie de notre invitée exceptionnelle. L'histoire de cette jeune fille relève d'un courage exemplaire. Jeune, entreprenante, Sarah Messan fait la rencontre d'un homme, un Libanais qui, dès le premier coup d'œil, a le coup de foudre pour elle. La conquête du cœur de Sarah peut commencer. Mais la jeune fille nourrit encore des appréhensions quant à l'idée de s'unir à son conquérant, compte tenu du fossé culturel qui existe entre eux. Progressivement, ses préjugés tombent et la jeune Sarah comprend qu'elle a à ses trousses l'homme de sa vie. C'est ce moment que ce dernier, terrassé par une maladie, choisit pour lui révéler qu'il souffre d'une insuffisance rénale chronique. La jeune fille est sous le choc, mais l'amour forge en elle l'espoir qu'une solution sera trouvée un jour. Les années passent, le mal s'envenime. De dialyse en dialyse, le couple se bat comme il peut contre la mort jusqu'à ce que le sort décide de les séparer. Aujourd'hui, propriétaire d'un restaurant d'après un projet commun qu'ils avaient conçu, elle vient partager son histoire sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel Aunin. Merci de recevoir notre invité. Sarah Messan, vous l'avez senti, ces ovations insistantes sont juste l'expression de tout le soutien d'un pays face à cette épreuve. Merci beaucoup. Vous a, on le sait, énormément brisé. Vous avez trouvé le courage, malgré tout, quoi qu'en morceaux, de venir ici partager votre histoire avec nous. C'est une épreuve personnelle. Vous n'étiez pas obligé de le faire. Oui. Mais vous l'avez tout de même décidé. C'est un élan altruiste que nous saluons hautement. Merci de nous faire confiance. Merci. Merci de penser aux autres. Merci beaucoup, Sarah Messan. Alors, en face de vous, vous avez Dr Philo. Ce n'est pas facile, surtout, de nous arracher du sourire dans ce type de moment-là. Mais il a un talent très particulier à lui. Qu'est-ce qui va nous mettre sur la table, peut-être pour vous redonner un peu plus de force. Nous allons tout de suite le découvrir dans sa rubrique très déchaînée. Dr Philo se déchaîne. Merci. Merci, mais qu'est-ce que je peux dire? C'est vrai que déjà, vous avez voulu donner votre rein, mais vous n'étiez pas compatible. Vous n'étiez pas compatible, mais nous compatissons à ce qui vous arrive en ce moment parce que vous êtes encore sous le choc. Vous êtes une jeune fille courageuse que nous suivons sur la toile. Et franchement, nous partageons ces moments de douleur là avec vous et dit que soyez forte. C'est pas du tout facile. Et l'intention vaut l'acte. Vous avez voulu donner, vous n'étiez pas compatible. L'intention vaut déjà l'acte. À partir du moment où vous avez déjà l'intention, vous l'avez déjà fait. Voilà, c'est le plus important. Et ce que je peux dire, c'est l'amour, c'est ça. Excusez-moi, mais c'est ça le véritable amour. Vraiment, quand vous voyez ça bien, quand je parle d'amour, vraiment, l'amour, c'est tout ce qui est, c'est ce qui est beau sur cette terre. Quand on est amoureux, c'est pas vous péter amour de 2 bières à Yopougon là. Non, 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 ça c'est le véritable amour. Mais c'est le don de soi. C'est une partie d'elle-même qu'elle voulait donner. Officiel, vous voulez dire? Oui, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice mutuel. Il faut donner et puis recevoir aussi. C'est le plus important. C'est pas les amours. Regardez, on a pour l'habitude de regarder les films, les novellas, les films des Blancs et autres. Vous avez déjà vu Manuela demander transfert à Diablo? Non, 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 non. Mais c'est ça, au fait.
Essayez de faire comme eux. Il ne s'agit pas de chaque soir, 19h30, en train de les regarder et ne pas tricher ces derniers-là. Quand tu donnes le meilleur, quand tu donnes, tu reçois toujours. Et vous, c'est Dieu qui va vous bénir. Le fait que vous avez déjà eu l'intention déjà, il n'y a rien. Et le monsieur, il est là. C'est vrai qu'il n'est plus de ce monde de Dieu, mais il est heureux, il est fier de vous. Il est fier de vous. Il est fier de vous. C'est pas... Non, il est fier de vous. Et j'insiste là-dessus, il faut avoir le bon réflexe. Il faut avoir le bon réflexe. Il faut... C'est-à-dire, c'est... Je ne sais pas comment... L'amour, c'est inexplicable. C'est un cours de mots. Voilà. J'ai toujours dit... Voilà. J'ai dit... Moi, par exemple, quand je suis avec une fille, excusez-moi, même quand elle est... Faut pas choquer la femme. Quand tu la choques pas, elle est prête pour toi. Il n'y a pas de femme infidèle. Il n'y a pas de femme infidèle. Il y a toujours une femme désespérée qui va se jeter dans les bras d'un idiot pour se faire consoler. Il n'y a pas de... Non. Quand tu donnes bien, quand tu donnes le meilleur à la femme, elle reste fidèle. Moi, même femme, s'il y a une femme à la maison, même si peut-être elle est pensée, j'ai trouvé une bonne manière pour lui dire. Ça, c'est si, hein, c'est conditionnel. Oui, si. Je peux en avoir, on ne sait jamais. L'amour, regarde pas tout ça. Même si la tête est penchée, je peux lui dire, mais regarde, c'est une cavité qui non redressante qui attire l'attention de ce bouclier humain. Et ça passe. Et ça passe, c'est bon. Donc moi, je pense que, voilà, c'est tout. C'est pas les amours, vous êtes là, où chaque fois, c'est toi qui es en train de donner un défaut de ta femme. Ton défaut là, il te dit ça, tu sais. Ça là, c'est quel amour, ça là. Franchement, je vais vous dire que l'intention, déjà, au risque de me répéter vos actes, soyez tranquille et puis faites votre deuil, hein. Faites le deuil. Lui-même, il va être fier de vous voir heureuse encore sur cette terre. Merci beaucoup, Dr Philo, pour cette chronique dans un temps, on va dire, de psychologue, presque. Voilà, je me tourne vers vous, Carole. Carole, quoi, si vous êtes allée à la rencontre des Ivoiriens, c'est votre pratique chaque semaine. Chaque semaine, oui. Avec toujours une question en phase harmonie totale avec notre émission. Tout à fait. Donc la question aujourd'hui, c'était quel sacrifice seriez-vous prêt à faire pour votre conjoint? Et j'étais dans la commune de Cocody. Je vous laisse découvrir. Carole Kwasi, Publiscope. L'amour, ce sentiment intense qui a le pouvoir de nous transporter et nous combler. Ce sentiment magique qui nous donne la force de nous surpasser et de vaincre nos peurs. Ce sentiment profond qui nous donne envie de nous donner à l'être aimé et sans retenue. On dit que l'amour se mesure à ce que l'on accepte de lui sacrifier. Et vous, à quel point êtes-vous amoureux? Quel sacrifice seriez-vous prêt à faire pour votre partenaire? C'est la question du jour. Pour mon conjoint, je serais prête à être plus tolérante, voilà, à pardonner beaucoup de choses, à encadrer les enfants et l'aider financièrement dans la scolarisation des enfants, à tenir une maison. Si elle ne travaille pas aussi, je peux l'aider aussi à avoir un boulot. Je pense qu'avec ça, ça peut renforcer l'amour. Le plus grand sacrifice, je pense que c'est l'aimer de tout mon cœur. Quand tu aimes, même si tu as 40 ans, 50 ans, 70 ans, tu peux toujours aimer ta femme. Il faut aussi de temps en temps donner des petits cadeaux. Effectuer un voyage spécialement pour aller lui déclarer ma flamme, ça je peux le faire. Voilà. S'il n'est pas avec moi, je peux le faire. Et s'il est avec moi, changer, on va dire, quelque chose en moi qui pourrait le faire fuir. Juste pour qu'il reste avec moi. Ça aussi, je peux le faire. La preuve d'amour, c'est de continuer à faire plaisir à son épouse et à continuer à assumer ses charges, sa responsabilité de parent. C'est ça qui est le plus important. Moi, je dis pour une conjointe, ce n'est pas un sacrifice. Ou bien on fait un cadeau à sa conjointe. Maintenant, si on dit que c'est un sacrifice, ça veut dire qu'elle n'en a pas droit. L'amour ne se compte pas en nombre de je t'aime, mais en nombre de fois que tu peux le prouver. C'était Carole Kwasi dans le Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Faire des gestes, des concessions, des cadeaux, voilà, autant de manifestations du love, de l'amour, auquel n'est pas du tout étrangère notre invitée, Sarah Messan. Vous êtes diplômée en marketing management. Oui. Vous avez été superviseur dans une usine, pour parler un peu de votre parcours professionnel. De bâtiment. Usine de réhabilitation de bâtiments. Community manager pour une entreprise de la place. Blogueuse, c'est surtout sous ce statut qu'on vous connaît le mieux en Côte d'Ivoire. Et depuis peu, restauratrice. Oui. Le 18 novembre 2020, vous avez perdu brutalement l'amour de votre vie après un long processus de maladie. Vous étiez pourtant fiancé et très amoureux depuis plus de 3 ans. C'est une épreuve qui vous a complètement dévasté.
et qui a ému, je le disais à l'ouverture de cette émission, toute la toile ivoirienne. Plus de 3 mois après, vous acceptez de briser le silence. Vous vous confiez sur ce sujet très personnel. Nous vous remercions encore une fois. Merci. Et tout de suite, première question, pourquoi ce besoin aujourd'hui de vous exprimer sur ce sujet? Déjà, ce besoin de m'exprimer pour, on peut dire, répondre à tout le monde. Parce que même quand je sors dans la rue, partout où je passe, tout le monde me demande, mais il a décédé de quoi? Qu'est-ce qu'il a eu? Je ne réponds jamais. Je ne réponds jamais. Ceux qui savent sont très, très, très rares. Ce sont des personnes vraiment très proches de moi qui savent. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler à tout le monde. Voilà, au moins tout le monde le sait. Et moi-même aussi, d'une part, ça va permettre aussi à ce que je puisse me libérer. Parlons de cette rencontre avec votre fiancé, votre défunt fiancé. Vous avez eu une belle histoire d'amour. Le point de départ, c'était? Il était venu, enfin je travaillais dans une usine, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il était venu rencontrer mon patron. Et comme mon patron n'est pas là, il demande à prendre mon numéro, comme ça au moins je peux l'informer, il n'a pas tout le temps besoin de se déplacer. Et donc c'est comme ça, on a commencé à échanger. D'abord c'était que professionnel, ton patron est là, il n'est pas là. Voilà, c'était ça. Et après on est devenus, on peut dire, amis. Et ça coïncidait en fait avec la date de mon anniversaire. Attention, moi c'est vrai anniversaire, parce que les hommes ont tendance à dire non, quand tu croises une fille aujourd'hui, demain c'est son anniversaire, non. Moi c'était vraiment mon anniversaire, voilà, c'était en octobre. Et je lui ai dit comme ça, c'est mon anniversaire. S'il vous plaît, octobre de quelle année? 2016. 2016, donc la rencontre s'est faite combien de... En septembre. En septembre 2016, oui, et vous deviez souffler une bougie en octobre 2016. 2016, le 10. Entre-temps, vous étiez déjà en train de vous parler, vous étiez amis? Oui, on était amis en quelque sorte. D'accord. Alors, octobre 2016 Donc, il m'a demandé qu'est-ce que tu veux que je t'apporte comme cadeau. Je lui ai dit que je voulais une peluche, parce que moi j'adore les peluches, je suis un gros bébé. Donc, il m'a apporté une très, très, très grosse peluche qui fait 15 fois ma taille, 10 fois ma forme. Voilà, étant donné que j'ai pas trop de chair. Donc, il est venu chez moi, j'ai indiqué la maison, il est venu, il m'a apporté la peluche. J'ai pris ma peluche et c'est là qu'il est devenu un peu collant. C'est-à-dire, il m'appelait tout le temps, il passait me voir. Enfin, il venait même sans me dire même qu'il venait, chose que je n'appréciais pas. Voilà. Donc, je n'appréciais pas et puis, bon, je le repoussais en fait. Maintenant, une fois avec... Pourquoi vous le repoussiez, justement? Je le repoussais parce que j'avais des appréhensions. Parce qu'on entend dire, mon mari, il est libanais. Donc voilà, on entend souvent dire « Ah, les Libanais, fais un peu attention, ils n'épousent pas les femmes noires et tout. » Et donc, je me méfiais un peu. Voilà, je me suis dit « Est-ce qu'il va vraiment me prendre au sérieux ?» Donc, je ne voulais pas. Mais sinon, c'était quelqu'un, voilà, il était beau et tout, il me plaisait. Mais par rapport à ça, je mais voulais vous preniez ses cadeaux quand même. Vous preniez les cadeaux, mais vous le repoussez. Mais oui. Non, mais c'est pas ses cadeaux, c'était la peluche. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, la relation se poursuit. À quel moment cette sorte de méfiance, ce mur de méfiance va-t-il se briser? C'est lorsque il venait tout le temps me voir et tout, je refusais de le voir. D'ailleurs, j'ai même fait une blague où j'ai dit « Viens à 2 h du matin, chante-moi la sérénade ». Le gars est venu, je sors, je le vois, et puis je lui dis « Je ne suis pas là, rentre chez toi ». Maintenant, après, il m'appelle, il me dit « Ah, je ne me sens pas trop bien, je suis à l'hôpital et tout. Est-ce que tu peux passer me rendre visite ?» Forcément, quelqu'un qui est à l'hôpital. Donc, j'accepte d'aller le voir. Je suis même partie avec des fruits et tout. Quand je suis arrivée, il y avait sa maman qui était là. Et dès qu'il m'a vue, il dit « Ah, maman, je te présente ma femme, celle que je vais épouser bientôt. Wow. » Donc, déjà, ça a tout cassé, en fait. Je me suis dit « Ah, quand même, il a de l'audace, quoi. » Et quelle a été l'expression, la mine de sa mère lorsqu'elle s'est entendue? Déjà, même, j'étais surprise. Elle était... Enfin, normale, quoi. Elle souriait même. Ah. Voilà, oui, dès qu'il a dit « Ah, maman, voilà la femme que je vais épouser. » Elle a dit « Ah, ok, elle est mignonne, tu vois. » Genre... Ça vous a rassuré? Oui, un peu. D'accord. Alors, ces événements se déroulent toujours en 2016? Oui, en 2016. Lorsque vous rejoignez à l'hôpital? Oui, mais oui, en 2016. D'accord. Pas en 2016, je dirais peut-être décembre, peut-être même début 2017 même. Ok, d'accord. Donc on est à cheval entre oui, 2016 et 2017. Ok. Alors, donc ça va être le moment du brisement, enfin oui. des limites, des frontières, des barrières. Et puis il y a aussi cet épisode où vous vous retrouvez tout seul dans sa voiture, puisqu'il va... Oui. Quand on est sorti de l'hôpital, il allait mieux. Donc il est rentré chez lui, je suis rentrée chez moi.
Et il a demandé à me parler. Est-ce qu'il pouvait venir à la maison et tout. Je dis oui, tu peux venir à la maison. Il est venu. Il m'a dit, tu peux descendre. Je dis oui, je peux descendre. Je suis descendue, on était dans sa voiture. Et il m'a dit, faut que je te dise quelque chose. Je dis quoi? Il m'a dit, je vais mourir. Je lui dis, comment ça, tu vas mourir? Tu viens un matin, tu me dis, je vais mourir. Il dit, non, je vais mourir. Que voilà, je suis malade. Je suis très malade et j'ai une insuffisance rénale. Et c'est là que j'ai su qu'il était malade. Une insuffisance rénale. Et il était à un stade très avancé de la maladie lorsqu'il vous faisait cette... Pas tellement avancé, parce qu'à l'époque, il ne faisait pas encore la dialyse, mais la maladie était là quand même. D'accord. Il souffrait beaucoup aussi. Et pourquoi cette annonce aussi sombre, je vais mourir, un peu comme s'il était pessimiste et qu'il n'y croyait plus du tout à une solution? Voilà, peut-être que, c'est ce que je me suis dit aussi, je me suis dit peut-être qu'il ne croyait plus. Et je pense que oui, il ne croyait plus vraiment. C'est d'ailleurs même pour ça que le mec qui se retrouvait à m'appeler tout le temps, finalement, c'est moi qui l'appelais tout le temps, en fait. Parce que je voulais qu'il puisse penser à autre chose. Je le faisais sortir, on allait souvent au cinéma. Souvent, on allait nulle part, on roulait juste pour rigoler et tout. Et d'après ce qu'il m'a dit, il m'a dit que c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à avoir une certaine joie, en fait. Lorsqu'il vous annonce, parce que vous commenciez à ressentir quelque chose pour lui, ou pas? Je ressentais déjà quelque chose pour lui. Mais voilà, avec l'opération et tout. Mais vu que ça s'est cassé avec la présentation de sa maman, donc déjà, je ressentais quelque chose pour lui. Et donc, quand il vous fait cette annonce, oui. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Quand il vous dit qu'il va mourir parce qu'il souffre d'une insuffisance rénale? Dans un premier temps, ça fait mal. Ça fait très mal de voir quelqu'un que tu apprécies te dire que je vais mourir. Surtout parce que s'il te dit je vais mourir, ça veut dire qu'il ne croit plus. Donc déjà, ça fait mal. Et puis, on a aussi l'envie de faire en sorte que la personne puisse penser à autre chose que je vais mourir. Parce que qui t'a dit que tu vas mourir, en fait? Donc, tu peux toujours y croire. Lui, il était pessimiste et vous, est-ce que vous étiez... Très optimiste. Et pourquoi? Pourquoi vous croyez qu'il survivrait? De nature même, je suis comme ça. Je suis de nature joyeuse. C'est ma nature, en fait. Voilà, je suis joyeuse. Je prends toujours le bon côté des choses. D'accord. Alors... Lorsqu'on a ce genre de maladie, je pense qu'à un certain niveau, on a besoin de se faire suivre, se faire accompagner. Et peut-être aussi, ça pourrait nécessiter une greffe de rein. Ça a été quoi le parcours de la maladie de votre bien-aimé? Au début même, moi-même, j'avais voulu lui donner mon rein. Il avait refusé. Il a dit non, qu'il n'acceptait pas parce que selon lui, il a dit que vu que je n'ai pas encore d'enfants, ça serait un peu chaud pour moi après d'avoir des enfants parce que je vais prendre tout le temps des médicaments et tout, ça va me fatiguer. Donc, il n'acceptait pas du tout. Donc, on avait commencé à chercher des solutions. On a eu 2 donneurs, mais l'opération de rein, n'importe qui ne peut pas se lever pour te donner un rein. Il faut vraiment des gens qui sont proches de toi. Sa maman voulait même lui donner un rein, mais elle vit déjà avec un seul rein. Donc, elle ne pouvait pas. Son frère aussi, sa santé ne lui permettait pas. Donc, on avait trouvé 2 personnes qui étaient vraiment proches de lui, qui voulaient aussi donner leur rein. On est allé jusqu'au bout, mais il y a un dedans, 2 personnes, il y a un. Malheureusement, il n'a pas pu donner son rein parce qu'il était atteint du VIH. Voilà. La 2e personne nous a fait espérer. On est allé, on a tout fait, tout. Et au dernier moment, il a disparu. Et ça vous a secoué? Ébranlé? C'est clair, ça m'a secoué, mais moi, mon idée aussi, c'était de donner mon rein. C'est vrai qu'il n'acceptait pas, mais après, moi-même, je suis tombée malade parce que c'était compliqué de digérer tout ça. Donc moi aussi, je suis tombée malade et j'ai dû faire un examen de sang. Enfin, c'est son frère qui était notre médecin, en fait. Donc quand il est rentré à la maison, il m'a dit « Ah, tu voulais tellement donner ton rein, on a finalement fait le test et tout, mais tu n'es pas compatible. Donc toi-même, tu ne peux pas donner ton rein aussi. » Lorsque vous apprenez que vous n'êtes pas compatible, malgré votre bonne disposition à venir en sauvetage à votre amoureux, comment vous réagissez? Très mal. Enfin, je me suis tournée maintenant vers les pasteurs. C'est vrai que je suis chrétienne et tout, mais j'essayais de tout faire en fait pour trouver quelqu'un qui va nous aider. On est même allé aussi voir un guérisseur, pas un marabout, un guérisseur, des gens qui soignent avec des canaris et tout, qui nous avaient fait les traitements qu'on a suivis. Mais voilà, rien n'y fit. D'accord. Alors, tout cela ne vous a pas empêché de continuer à l'aimer et à aller loin dans la relation, à la formaliser, puisque vous avez dû faire le pas auprès de... Enfin, lui, surtout, le pas auprès de votre famille pour demander votre main. Oui. Dites-nous. D'ailleurs, mes parents ne savaient même pas qu'il était malade même au début.
Vous avez caché ce secret à vos parents? Oui. Et il y avait une raison particulière? Non, j'avais juste peur qu'ils ne comprennent pas. Voilà, parce qu'ils vont se dire, mais... En tout cas, mes parents, ils ne sont pas compliqués, ils sont bien, mais après, ils ont compris, quoi. Mais au début, j'ai caché. J'ai caché parce qu'on voulait vivre ensemble, on a fait le coco. On a aussi fait la dot. Et ça s'est passé en 2000... en juillet 2017. Juillet 2017, il vient frapper à la porte de vos parents pour demander votre main. Alors, il est libanais, il rentre chez vous, vous êtes une petite belle-fille Annie. C'est quoi l'opinion familiale sur l'instant? Mon papa, il était super content. Ma maman, au début, elle était un peu méfiante. Mais quand elle a compris qu'on voulait vraiment être ensemble au début de tout, elle a accepté. Et du coq-cocan, on passe à la dot. À la dot. Donc, ce que nous appelons ici le mariage coutumier. C'était une date que vous n'allez pas oublier, c'était la même année? C'est la dot qui était... Le coq a eu lieu bien avant. D'accord. Mais il n'y a pas eu assez de temps avant qu'on ne fasse la dot. Et vous continuez tout de même d'être positive, d'espérer que cette relation d'amour durait le plus longtemps possible? Oui. D'ailleurs, on a même essayé de se marier civilement. On a tout préparé, on a invité les parents et tout. Ma robe même est encore à la maison. Mais... Très désolé pour ce qui vous arrive. Merci. Et merci pour tout le courage que vous avez. Allez-y, Carole, pour votre question. Alors prenez ces applaudissements comme simplement une façon pour le public de vous donner de l'énergie, d'être solidaire. Voilà, c'est le sens de ces ovations que vous entendez. Nous sommes avec vous. Merci. Sarah Messan, merci beaucoup. Une question de Carole? Oui. Là, je vois quelqu'un de... C'est vrai que vous pleurez et tout, mais je vois une personne, une jeune femme très forte. Parce que nous, on a vu sur les réseaux sociaux une personne toujours souriante et tout. Et aujourd'hui, on découvre tout ce que vous avez pu endurer. Mais en dépit de ça, vous restez forte, même si on voit vos larmes aujourd'hui. Moi, je vous loue, je vous tire mon chapeau pour ça. Et je voudrais savoir, c'est vrai qu'il y a eu toutes ces tentatives pour apporter des solutions et tout, mais vous aviez toujours envie d'aller jusqu'au mariage. Vous n'aviez pas de peur, vous ne vous êtes pas dit, par exemple, et si on se mariait et qu'il partait finalement, comment est-ce que j'allais gérer tout ça? Non, j'ai pas eu de peur. Vous n'avez pas eu de peur? En fait, vous refusiez la réalité ou c'était vraiment de l'optimisme à 100%? J'acceptais la réalité, mais je me suis dit... moi, dans ma tête, je me dis, non, on vit comme tout le monde. Non, la maladie, OK, la maladie, mais on vit comme tout le monde, en fait. D'accord. Donc, même si on s'était marié, que ça aurait duré, par exemple, 1 mois, 2 mois au moins, j'étais avec l'homme que j'aimais, quoi. Tout à fait. Le plus important, c'était l'amour que vous ressentiez pour lui. D'ailleurs, l'un pour l'autre. Alors, à quoi ressemblait votre idylle, votre histoire d'amour? Votre couple? C'était un paradis dans un enfer. Un paradis dans un enfer? Oui. C'est fort. C'est fort. Oui. Parce qu'on était toujours à l'hôpital et tout. On était toujours à l'hôpital. On pouvait passer même souvent 3 mois à l'hôpital. Mais on était ensemble, quoi. On était ensemble. D'ailleurs, même... Vous étiez à l'hôpital pour les séances de dialyse ou... Pas pour les séances. On était toujours à l'hôpital, en fait, parce que... Non, la dialyse même a eu lieu après. Ouais. On était toujours à l'hôpital parce que la santé... Parce qu'en plus de l'insuffisance rénale, en fait, il était épileptique. Il avait un problème aussi cardiaque. Enfin, comme disait son frère, tout était gâté sur lui. Donc, voilà. Ouais, allez-y. Alors moi, Alicia. je suis un peu sur vos différents réseaux sociaux et ce que je peux dire, c'est vraiment beaucoup de courage et vous êtes une femme vraiment forte. Merci. Tenez bon et Alors, je veux savoir rapidement, c'est vrai, vous êtes très jeune, moi vous êtes très jeune. Alors, quelqu'un qui va vers vous et qui vous annonce subitement, qui vous dit « je vais mourir », vous dites « je suis optimiste ». Et après, il y a un mal qui est là et vous envisagez le mariage. D'où est-ce que vous tirez cette force-là? Parce que vous êtes très jeune. Vous n'avez pas d'expérience en matière de couple, tout ça, auparavant. Bon, je suis de ceux qui croient que quand on est amoureux, on est amoureux. Hein. Donc, voilà. Mais après, le jour même du mariage, enfin, le mariage n'a pas eu lieu parce que le jour même du mariage, il est tombé dans le coma. Donc, on a été obligé d'annuler. Et c'est d'ailleurs là même que j'ai dit à mes parents que, ah, maman, papa, voilà, mon mari était malade et tout. C'est là qu'ils ont su la vérité aussi. Donc, quand on est sorti de l'hôpital, j'ai dit non, c'est pas la peine de faire le mariage. Voilà. Guéris d'abord. Et après, parce que lui, il voulait absolument. Je lui ai dit non, on va guérir d'abord, finissons avec ce qu'on a commencé, les traitements et tout.
Et puis après, on aura une belle vie heureuse. C'est terrible ce que vous avez vécu. Terrible. Vraiment. Vous le disiez, vous avez été très souvent à l'hôpital, ce que vous avez décrit comme une sorte de paradis dans un enfer, régulièrement à l'hôpital. Vous avez payé le prix pour ça, puisque vous avez perdu votre boulot, étant donné que vous étiez très régulièrement proche de votre mari pour l'assister. Vous avez dû finalement perdre le boulot 2 fois, par 2 fois. 2 fois. Oui, 2 fois. Vous étiez entre Abidjan, Yamoussoukro, voilà, vous avez fait le tour. Revenons sur le jour où le drame est arrivé, le 18 novembre 2020. Où étiez-vous et qu'est-ce qui s'est réellement produit Déjà, la veille même, il est rentré à la maison normalement. Donc, je dormais en fait. Puisque vous étiez déjà fiancés, enfin mariés traditionnellement, donc oui, on était mariés. Vous êtes installés ensemble sous le même toit, voilà, vous viviez votre vie. Donc, je dormais en fait, et puis j'ai senti que quelqu'un me regardait. Enfin, ça arrive souvent, tu as l'impression que... Voilà. Donc, je me suis réveillée, il était là, il me regardait. Je lui ai dit, mais tu dors pas, pourquoi tu me regardes? Il m'a dit, non, je te regarde parce que j'ai tellement de chance de t'avoir, en fait. Et que si je devais guérir, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Donc, je lui ai dit, on va faire notre petit restaurant, parce que lui, il adorait la cuisine. C'est vrai, je sais vraiment cuisiner, mais moi, c'est pas ma passion, quoi. Mais lui, il adorait beaucoup la cuisine, donc il voulait même faire son restaurant et tout. Donc, je lui ai dit, on fera ça, on fera notre petit restaurant, comme ça, on ne travaille plus pour quelqu'un. On reste dans notre coin. Il a dit, OK, il n'y a pas de souci. Et on a dormi. Après, c'était le lendemain, il devait aller faire la dialyse. Donc, j'ai dit à mon cousin, qui était chez moi d'ailleurs, tu l'accompagnes? Il dit, OK, il n'y a pas de problème, parce qu'il ne partait pas seul. Soit je l'accompagnais, soit mon cousin l'accompagnait ou mon petit frère. Mais là, je venais d'avoir un boulot. Donc, je ne pouvais pas, étant donné que j'ai perdu le premier, justement parce que je suis allée l'accompagner plusieurs fois, pendant 7 mois en plus. Donc, c'est normal. Donc, je suis allée au travail. À mon retour, je vois que mon cousin, il est à la maison. Je dis, mais pourquoi tu fais quoi là? Tu n'es pas parti? Il me dit, non, j'ai tout fait. Mais il ne voulait pas. Il voulait même pas que je t'appelle pour te dire qu'il s'en va faire la dialyse seul, en fait. Je dis, OK, c'est pas grave. Non, je l'appelle. Il me dit, non, ça va et tout. Qu'il est couché, il est un peu fatigué. Et voilà. C'est le lendemain qu'on m'a appelé pour me dire qu'il est décédé. Nous allons, mesdames et messieurs, poursuivre cette émission juste après la parenthèse commerciale sur RTI1. Merci de nous rejoindre, nous sommes en direct sur RT1 et en compagnie de notre blogueuse Sarah Messan, d'ailleurs très célèbre en Côte d'Ivoire, qui revient sur la disparition de son conjoint, de son partenaire, un événement qui était survenu fin de l'année 2020 et qui avait créé l'événement. Sarah Messan, votre belle-sœur, vous appelle au matin du 18 novembre 2020 et vous annonce le départ subi de votre bien-aimé. Où vous trouvez-vous à ce moment et comment vous prenez cette nouvelle, je veux dire ce coup de marteau ou de massue? Je partais, bizarrement ce jour-là, mais je suis battue en retard au travail. Dieu merci d'ailleurs parce que c'est moi qui conduisais. Donc, quand je suis montée dans la voiture que j'ai démarré, c'est là qu'elle m'a appelée. Donc du coup, quand elle m'a annoncé, j'ai calé le moteur en fait. Mais Dieu merci, j'étais juste devant ma maison. Donc je suis sortie. Il y a le vigile qui était là. Il dit, ah madame, il y a quoi? Il dit, ah, ton patron est décédé. Donc c'est là que je suis montée, j'ai pris mes affaires et je suis partie à Yamoussoukro. Vous étiez complètement en larmes, j'imagine. Il y a une voiture même qui avait me connu en plus. Mais bon. Depuis ce jour-là, votre univers s'est effondré, s'est assombri. Comment vous viviez, vous passiez vos journées? Seul, sans celui que vous avez tant aimé? J'essaie de vivre. Hein. Ma maman, elle est là. Il y a des personnes qui m'entourent, qui essaient d'être là pour moi. Exemple, Flora. Donc, c'est grâce à ces personnes-là et voilà, j'essaie d'avancer. Est-ce que... Allez-y, vous avez... Beaucoup de courage. Et comment votre famille apprend en fait la nouvelle? C'est vous qui apprenez la nouvelle à votre famille? Comment ils l'apprennent? Comment... Oui. Quand je partais à Yamoussoukro, parce que je suis partie avec son petit frère qui est venu me chercher. Donc j'ai appelé ma maman pour lui dire. En même temps, elle est venue avec mon papa. Ils ont rien pris, même pas habillé, rien du tout. Ils sont venus me rejoindre et c'est comme ça qu'on est venu à Abidjan avec le corps de mon mari. D'accord. La belle famille a-t-elle été présente aussi durant cette épreuve à vos côtés? Dites-nous quelques mots.
sur ce... C'est derrière son grand frère qui le soignait, donc lui aussi, il a souffert comme moi parce qu'il était là. Et c'est tout le temps chez lui aussi qu'on était. C'est pour ça même qu'on est très très proches jusqu'à l'heure actuelle. Il m'appelle tout le temps, il vient me voir et tout. C'est réciproque, c'est pareil aussi. C'est vrai que vous ne le dites pas spontanément, mais vous êtes passé par une grosse dépression. Vous aviez des nuits blanches. Vous pleuriez comme une madeleine, c'est normal. La douleur était intense. Tous les jours, vous avez dû prendre des comprimés pour essayer de dormir. Mais rien n'y fit. Parlez-nous de cette période de... Quand je suis arrivée à la maison, on est revenu à la maison, enfin, je savais où j'étais, mais je ne savais pas vraiment qui m'entourait, en fait. Je ne savais pas qui était là, qui n'était pas là. Quand quelqu'un parle comme ça, j'ai l'impression que c'est 10 personnes qui parlent. Même pendant le deuil, les gens sont passés, je les regarde, mais je ne les vois pas, en fait. C'est après que, par exemple, Flora ou bien une amie va me dire « Ah, c'est telle personne qui était là ». Et son frère qui me suivait, il me donnait des médicaments. Ça dit, je prends aujourd'hui, s'il est par exemple midi, je prends aujourd'hui, je me lève demain midi, je reprends, je dors. C'était ça ma vie, en fait. Flora, vous avez une question? J'ai pas vraiment de questions pour avoir été là tout le temps. Tout ce que moi je peux dire, c'est que Sarah, elle est vraiment courageuse. Il y a 2 mois, elle n'aurait pas pu se tenir là comme ça, devant quelqu'un pour parler ou bien pour sourire. Quand c'est la première personne qui a perdu son mari que j'ai connue, que j'ai côtoyée. Elle était là sans être là. C'était que son corps qui était là. Elle est complètement absente. Elle était absente, même son regard, il était vide. Perdu. Elle ne mangeait pas. On l'a forcée à manger. On était, mais c'était, on va dire qu'il restait juste un peu pour que elle aussi, elle décide de rejoindre son mari. Parlons de ça. Est-ce qu'à un moment donné, ça vous a traversé l'esprit de le rejoindre? Oui. Mais j'étais jamais seule, donc... Du coup, ça vous a permis de tenir. Alors, pour certaines femmes qui passent par ce type d'épreuve, il arrive qu'elles expriment le besoin de garder quelques objets, quelques affaires de leur défunt partenaire pour toujours se souvenir, pour continuer d'aimer d'une certaine façon. Est-ce que vous avez des traces physiques ou sensorielles de votre fiancé encore aujourd'hui à vos côtés? Oui, j'ai gardé sa veste préférée. D'ailleurs, on m'a demandé de la donner, je dis je ne donne pas. Voilà. Peu importe la personne qui va me dire de la donner, je ne donnerai pas la veste. J'ai gardé la veste. Et vous ne pensez pas que ça va vous faire du mal plus vous gardez ces objets-là? Vous ne pensez pas que... Non, pas du tout. Est-ce que vous avez déjà, c'est vrai, compatie, c'est la douleur, c'est le malheur, ça arrive, c'est la vie, ainsi va la vie. Est-ce que vous avez déjà entrepris les démarches pour essayer quand même je ne dirais pas oublier, mais pour passer à autre chose? Parce que c'est aussi important. Est-ce que vous essayez de surmonter cette épreuve? Mes parents même voulaient m'interner parce qu'ils se disent que je devenais folle ou bien voilà, je ne mangeais plus, j'étais là comme ça. Bon matin, je me suis levée, j'ai pris la voiture, je suis allée chercher un local pour ouvrir le restaurant qu'on voulait. C'était son rêve d'ouvrir un restaurant? Oui, oui, parce qu'il adorait la cuisine. Donc, j'ai cherché un local, je suis venue, j'ai dit, maman, j'ai un local et je vais faire un restaurant. Elle dit, comment tu veux faire un restaurant? J'ai dit, moi, je vais faire un restaurant, c'est tout. Donc, on a commencé à construire. Voilà, j'ai même des photos, je soulevais des briques et tout ça, c'était vrai. Ça, même en larmes, même, je pleure, mais je construis mon restaurant, en fait, parce que c'était le rêve de mon mari que j'avais décidé de faire. Et aujourd'hui, il est tout construit aujourd'hui? Oui, il est construit. Il est mis en service? D'accord. Depuis combien de temps? Il a ouvert il y a 1 semaine maintenant. Il y a 1 semaine qu'il est ouvert. D'accord. Alors, on a aussi remarqué que vous avez repris aussi vos activités de blogueuse il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Est-ce que ce n'était pas trop tôt pour reprendre la vidéo? Non. Je ne pense pas que ce soit trop tôt. Pourquoi? D'ailleurs, ce n'est jamais trop tôt ni trop tard d'ailleurs. Les vidéos, je tiens à souligner que j'avais commencé ça avec mon mari. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de tenir. En 2018, voilà. Parce que quand il a perdu son boulot, il n'a pas perdu son boulot, mais enfin, il ne pouvait plus partir au boulot parce qu'il faisait la dialyse 2 fois dans la semaine. Donc, ce sont les vidéos qui nous ont permis de penser à autre chose, de nous distraire. Ah, c'est de là qu'est partie cette... C'est de là que je suis devenue blogueuse, en fait. D'accord. On voyait tous que, voilà, on s'amusait, mais pour ceux qui ont bien remarqué,
Il y a des gens même qui m'ont dit, mais ton mari, il a quoi et tout, parce qu'il avait toujours des bandes. Ok. Voilà. Donc, il faisait même la dialyse quand on faisait des vidéos. Mais quand on faisait les vidéos, on était joyeux. Donc, pourquoi je vais casser ce qu'il aimait, en fait? En d'autres termes, vous êtes en train de reprendre tout ce qu'il a tant aimé, c'est-à-dire le restaurant, vous l'avez réalisé ce rêve-là, et puis les vidéos aussi qui étaient votre passe-temps à l'époque. Ok. D'accord. Je précise que vous êtes Annie, donc vous avez fait, c'est bon de le dire, vous avez fait le deuil aussi selon la culture Annie. Oui. C'est un deuil qui a duré combien de temps? 2 mois. 2 mois. Ok. Et maintenant, vous êtes au terme de ce deuil? Oui, on m'a relavé. Voilà, on m'a lavé, on m'a relavé. D'accord. Alors, dans cette épreuve, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par des amis. Il y en a une qui est là, qui est Madame Ariel Youmi, c'est bien ça? Ariel Youmi, merci beaucoup. Elle a aussi connu une très très forte épreuve. On n'aura pas le temps peut-être d'échanger avec vous, mais peut-être de signaler que vous aussi, vous êtes mère de 5 enfants, c'est bien ça? Vous avez perdu aussi votre époux? Oui. Il y a combien de temps? Un peu plus. Une semaine après elle. On va dans 4 mois et demi. Vous aussi, vous vivez un moment très très fragile, très particulier, et oui. Vous êtes toujours proche d'elle pour l'aider, pour partager. Très, très. Parce que quand j'ai appris la nouvelle, je me suis accourue auprès d'elle. Quand je l'ai vue, le regard vide dans le néant, je lui ai dit que j'étais là. Mais elle ne me voyait pas au fait. Quand je lui ai dit, tu sais, je comprends ce que tu as dans ton cœur. Parce qu'il n'y a même pas une semaine, moi j'ai enterré le mien. J'étais toute seule. Mais toi, tu n'es pas seule. On est toutes avec toi. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites pour elle. Merci pour votre soutien et votre proximité aussi aux côtés de Sarah Messan. Votre histoire nous intéresse. On aura peut-être, qui sait, la chance de vous recevoir un certain jour. Et on embrasse vos enfants. Bon courage. Sarah, merci infiniment pour ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est pas du tout facile. Franchement, c'est très très compliqué de venir juste quelques mois après. Je précise, le deuil est fait. Donc vous avez trouvé le courage de venir partager cette histoire ici. Vous avez apporté un peu de vous dans cette émission. Merci beaucoup, ça a été une valeur ajoutée pour nous tous. Nous retenons le courage que vous avez, l'envie d'aller de l'avant pour honorer la mémoire de votre défunt fiancé. Vous l'avez fait. Et nous vous souhaitons donc, parce que le mal est toujours là, la peine est là, mais le courage prend toujours le dessus. La vie reprend ses droits, l'amour aussi. Nous vous souhaitons donc une définitive guérison. Et de meilleurs horizons après tout cela. Et nous serons toujours en contact avec vous pour prendre des nouvelles et partager ce fabuleux combat que vous menez. C'est l'occasion aussi d'inviter tous vos followers à vous soutenir, à continuer de suivre ces vidéos parce que c'est une autre façon. Vraiment lui donner beaucoup de force, beaucoup de courage et l'encourager dans tout ce qu'elle fait en fait. Effectivement. C'est vraiment très très brave de sa part. Très brave en tout cas. Sarah Messan, merci infiniment. Nous trouvons aussi le courage de poursuivre cette émission, mesdames et messieurs, avec tout de suite notre première rubrique, enfin après celle de Dr Philo, la suite. Vous êtes prête? Oui. Yes. D'accord, allez-y. Je peux y aller. Alicia Comena, c'est mode. Merci infiniment, merci Jean-Michel. Alors, les leçons de la semaine dernière ont vraiment porté, car on peut remarquer sur Dr Philo la cravate slim, le look très classe. C'est pas votre... C'est à applaudir parce que c'est pas tous les jours qu'on le voit. C'est vraiment pas dans ses habitudes d'être aussi élégant. Bon, c'est vrai que vous avez parlé de la cravate, j'ai essayé quand même, mais franchement, je souffre. J'ai l'impression qu'ils ont serré mon cou, en fait, mais je suis obligé de le faire avec. Là, c'est mignon quand même. Perfect. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une des pièces maîtresses de la garde-robe de la femme. Je ne sais pas si vous devinez un peu, parce qu'on en a toutes actuellement et on adore vraiment. Garde-robe. Une des pièces maîtresses dans la garde-robe. La lingerie, moi j'adore la lingerie. Les chaussures. Vous aimez la petite lingerie Les chaussures à talons, merci Flora. Les chaussures à talons. Les chaussures à talons, en fait, sont très pénibles à porter, mais n'est-ce pas qu'il faut souffrir pour être belle, mesdames? Tout à fait. Il en existe différents modèles et différentes tailles. Et là, vous serez vraiment surpris parce que les tailles vont de 2 cm jusqu'à 30 et voire même plus. C'est quoi ça?
Exactement, il en existe jusqu'à 50 cm. Moi, mais celles-ci sont plus utilisées pour des spectacles bien précis. Vous pouvez voir sur l'écran. D'accord. Et aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser sur comment faire un choix pour un style bien précis. Nous allons aller seulement sur 2 styles précis parce que si on veut aller dans plusieurs sens, vraiment, on ne va pas quitter ici, comme on le dit dans notre jargon. Alors, pour un style plutôt classique et glamour pour des soirées et dîners gala, je vous conseillerais l'intemporelle paire d'escarpins. Toujours classe, restez dans l'élégance et le chic. Ensuite, pour un style plutôt décontracté et chic pour des petites balades avec les copines, aller au cinéma, etc. Vous pourrez opter pour des sandales à talons. Il en existe différents modèles maintenant et ceux qui sont vraiment tendance actuellement, c'est ceux avec la forme pyramide, les talons en pyramide. Nous allons dire, il en existe de plusieurs centimètres, même des 2 cm, 3, plus. Donc maintenant, mesdames, vous n'aurez pas d'excuses pour ne pas mettre de talons parce que les talons, c'est tout ce qui est chic, élégant. Ça apporte cette touche de glamour à chaque tenue qu'on peut mettre. Donc je vous dis aujourd'hui, n'oubliez pas, une très belle chaussure à talons peut apporter un style toujours chic à un look plutôt basique. Merci, c'est super. Merci. Et là, j'ai des petits escarpins blancs. La preuve par l'exemple. Merci. Le focus sur ces talons. Alors, Flora. Oui, Jean-Michel. Vous aussi, vous avez mis des talons. Comment ça s'appelle, ce type de talons? Je sais pas. Vous savez qui... Ça, ce sont plutôt des mules. En fait, le truc, c'est que moi... Les sandales à talons, comme je disais, qui sont adaptés à... Moi, j'adore les chaussures plates. C'est elle, en fait, Sarah, il y a, je crois, l'année dernière, qui me disait, mais Flora, arrête les talons parce que tu exagères. S'il te plaît, ma belle. Je ne supporte pas. Alors, Maison. Sarah, vous êtes un talon aiguille, vous êtes mule. 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 D'accord, moi je connais l'expression tête moi, de je porte mule. un peu de tout. Hein. Mais le talon mule, à quoi il ressemble un talon mule? C'est comme ce que Flora a. Celui de Flora, d'accord, ok, j'ai bien compris. Voilà. Un peu rectangulaire et allongé, c'est bien compris. Allez, Flora, oui. Cette semaine, vous nous proposez? Bah, aujourd'hui, je vous propose une vidéo avec Monsieur Nepa Kouya, plus connu sous le nom de Guy de Fer. Voilà. Donc, Guy de Fer, c'est un comédien, humoriste, animateur, chroniqueur. Il est vraiment talentueux. La particularité de cette vidéo, c'est que c'est la toute première que j'ai eu à faire lorsque Midi m'a contacté. Donc, c'était un peu mon test. C'était concluant, je continuais. Donc, apprécié, parce que je pense qu'apparemment, ça a plu. Ça y est, c'est l'interview piégée. Flora Dacier, c'est Flora. Guy de Fer, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, merci. Dans la vraie vie, vous vous appelez Kouya Nepa. Bien sûr. Vous êtes né en 1965 à Gagnoa. À Grand Bérébi. Pardon? À Grand Bérébi. Pardon, je me suis trompée. Grand Bérébi. Hein. C'est pas Gagnoa? Grand Bérébi. Désolée. Et donc, vous avez de nombreux films à votre actif. Oui. Par exemple, en 1999, vous avez joué dans La femme du président. Ça parlait de quoi exactement? La femme du président? Oui. C'est la femme en 99? En 99, la femme du président, bien le conseiller du président. C'est pas la femme du président? Le conseiller du président, peut-être. Je regarde mes notes. Le conseiller du président. Vous êtes sûr que c'était pas la femme du président? Non, c'est le conseiller du président. Tu t'es pas trompé d'invité, peut-être? En fait, je croyais que c'était la femme du président. Le conseiller du président. Parce que, en fait, j'ai l'impression que les gens Ils ne t'ont pas donné de bonnes réponses, de bonnes questions. Non, mais moi aussi, j'ai fait des recherches. Vous ne pensez pas que mes recherches sont fondées? Je ne sais pas à quoi c'est fondé. D'accord. En fait, vos lunettes m'intriguent. Ça te fait quoi? Ça m'intrigue un peu. Ah, d'accord. Si ça t'intrigue, pas de problème. Je peux les essayer. Oh, il faut me laisser tranquille. En fait, moi, par exemple, moi, je vous ai connu avec l'orange et le bleu. Laurent? Laurent bleu. Attendez. Il faut bien regarder. Tac, tac, tac. En fait, il y a tellement de feuilles.
Je ne me retrouve pas. Non, mais tu vas te Peut-être que retrouver. c'est la feuille que j'ai froissée. Non, tu vas te retrouver pas. Oui, oui. Le film qui a été réalisé par Arantès de Bonali en 2005, l'orange et le... Rouge-noir. Ah, mais apparemment, il faut les informations sur... C'est rouge-noir, non? Les informations sur Wikipédia ne sont pas actualisées. C'est rouge-noir. Apparemment. C'est pas orange, c'est rouge-noir. Pourquoi on vous appelle But de Fer? Oui. Oh, c'est mon nom d'artiste. Mais pourquoi? Pourquoi on ne vous appelle pas, je sais pas, caméra du... Je sais pas pourquoi But de Fer. J'ai managé Pardo et on est parti à un funérail. Et il avait un maître de cérémonie à Jopou qu'on appelait But de Fer. Et il a dit un truc qui m'a plu. On était assis là et on dit But de Fer. Il a pris la parole. Il a dit, bon, les gars, écoutez, on est à un funérail. On n'a plus besoin de soutien moral. Soutien moral, mettez-vous derrière. Soutien financier devant. Parce que le corps qui est là, il a besoin de transport, payer son billet d'avion pour aller dans les cieux. Bon, cette manière de travestir, tu vois un peu, de dramatiser l'action, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai pris ce nom-là. Vous avez vu mon dernier statut sur Facebook? Tu as aimé? Pardon. Oui, vous disiez? Donc, ça m'a plu, j'ai aimé ça. D'accord. C'est comme ça que le nom est venu. Vraiment. Moi, j'ai été très ravie de vous avoir. Oh, moi, je suis très content en tout cas. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Flora. Et on se dit à une prochaine fois. Oui, j'aime bien Flora. Au revoir, But de Fer. Ouais, mais tu travailles très bien. Hein? Qui a envie de faire. Allez, nous finissons cette émission. Sarah Messan, encore une fois, merci beaucoup d'être passée nous voir et d'avoir choisi ces midis pour raconter votre histoire. Merci Très à vous touchante, de m'avoir très reçu. émouvante d'ailleurs. Revivez, continuez à vivre. Et on n'oublie pas que votre restaurant est ouvert. C'est notre coup de pouce. Les délices de Sarah Messan, situé au rond-point Ado, juste à côté du collège du secteur. Oui. Voilà, merci beaucoup. Et puis on remercie nos amis du centre de formation Avenir Football Club. Vous avez un tournoi le 6 février, à partir de 10h. Sur le terrain du marché Gouraud. Voilà. Merci autour de la table. Merci beaucoup à vous, Alicia. Merci. Bravo pour votre belle rubrique, ma chère Flora. Merci pour tous les conseils. Allez, on reste sur nos talons ou on se retire. Allez, merci beaucoup, Dr Philo. Merci au public. Demain, c'est le grand jour de chronique sur RTI1. En attendant, nous vous souhaitons une excellente journée et plein de bonheur.